Une ambulance, vite. Je viens de voir un terrible accident au 45e kilomètre de la nationale. Une Mercedes noire a percuté un élan, la voiture s'est renversée et a été projetée dans le fossé. Le conducteur ne bouge pas. J'ai peur qu'il soit déjà mort. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Une limousine blanche, ornée de roses fraîches, s'était arrêtée devant l'entrée d'une luxueuse salle de réception. Les invités en costumes coûteux et robes de soirée chuchotaient en jetant des regards vers la mariée, une jeune femme modeste dans une robe simple, avec une couronne de fleurs des champs en guise de diadème. La belle-mère, vêtue d'une robe haute couture, se tenait à l'entrée, le visage impassible, mais les yeux brûlaient d'un feu glacé de désapprobation. Depuis le premier jour, elle était convaincue que cette fille n'était qu'une chasseuse de fortune, et que sa famille modeste n'était qu'une façade pour piéger un riche héritier. Lors de l'échange des alliances, la belle-mère détourna ostensiblement le regard vers la fenêtre. Et au moment de la première danse, elle se leva brusquement et déclara haut et fort que ce mariage était une honte pour leur lignée. Un murmure parcourut la salle. Certains invités baissèrent les yeux avec gêne, d'autres du côté de la mariée serrèrent les poings. Mais le marié ne broncha pas. Il serra encore plus fort sa bien-aimée, et l'orchestre se mit à jouer plus fort, couvrant le malaise. La belle-mère, réalisant que sa scène n'avait pas l'effet escompté, fit volte-face et quitta la salle en claquant la porte. La fête continua. Il semblait que rien ne viendrait assombrir cette journée. Mais dans l'air flottait déjà un pressentiment de malheur. Le couloir de l'hôpital était trop lumineux, trop stérile, trop vide de vie. La belle-fille se tenait devant la porte de la chambre, serrant une enveloppe contenant le certificat de sortie de la maternité. Le nouveau-né dormait paisiblement dans son couffin, ses minuscules poings serrés, comme s'il s'accrochait déjà à une vie qui le mettait à l'épreuve. La porte s'ouvrit brusquement, et le regard glacial de la belle-mère glissa sur son manteau usé, son sac simple rempli d'affaires pour bébé, et son visage pâle et fatigué. « Tu n'as rien à faire ici », dit-elle d'une voix neutre, comme si elle annonçait la météo. La belle-fille tenta de jeter un coup d'œil derrière elle, vers la chambre où gisait son mari, pâle, immobile, relié à des machines. Mais la belle-mère fit un pas en avant, bloquant l'entrée. « Il ne te reconnaît même pas. Et pourquoi aurait-il encore besoin de toi ?» Ces mots tombaient comme des coups de couteau. Le bébé se mit à pleurer, comme s'il sentait le cœur de sa mère se briser. Instinctivement, elle pressa le couffin contre elle, mais ses mains tremblaient. Un agent de sécurité en costume s'approchait déjà. Il jeta un regard à la belle-mère, qui hocha silencieusement la tête. « Vous devez partir. » Elle voulut protester, crier que c'était son mari, qu'ils avaient un enfant, qu'elle avait le droit. Mais ses jambes la portèrent d'elle-même, le long du sol glacé de l'hôpital, devant les infirmières indifférentes, devant les fenêtres derrière lesquelles tombait déjà le crépuscule. Un taxi attendait dehors. Le chauffeur, apercevant son visage en larmes, ouvrit le coffre sans un mot pour y mettre ses modestes bagages. Où ? Elle donna l'adresse du seul endroit qu'elle pouvait se permettre, une petite chambre dans une vieille maison en périphérie, que lui prêtait une amie. La voiture démarra, l'éloignant de l'hôpital, de son mari, de cette vie qui, encore ce matin, semblait si limpide. Dans la poche de son manteau se trouvait la fiche médicale qu'elle avait discrètement prise sur le bureau d'une infirmière. Lésion de la moelle épinière. Traumatisme crânien. Pronostic défavorable. Et un nom bien lisible, celui du médecin chargé de la rééducation. Ce même médecin qui, autrefois, enseignait dans son université. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où on l'avait empêché de voir son mari. 3 mois de visite secrète où, sous couvert de l'obscurité, elle se glissait par la porte de service du manoir où son mari vivait désormais, sous la surveillance des médecins engagés par sa mère. Chaque nuit, elle montait prudemment l'escalier des domestiques, retenant son souffle quand une marche grinçait. Elle connaissait déjà le rythme des rondes des gardes, 2 heures pile. La chambre était plongée dans une pénombre douce, éclairée seulement par une veilleuse. Il était allongé, immobile, comme le premier jour. Mais son visage était encore plus pâle, ses muscles affaiblis par l'inactivité. Les médecins, que sa mère vantait comme les meilleurs du pays, ne faisaient aucun vrai travail de rééducation. Leur compte-rendu, qu'elle lisait en cachette, se résumait toujours à « état stable, pronostic inchangé ». Mais elle savait il pouvait revenir. Chaque nuit, elle lui massait les jambes, faisait travailler ses articulations, appliquait des compresses chaudes. Elle lui murmurait des histoires sur leur fils, comment il commençait à sourire, à essayer de se retourner. Parfois, elle croyait sentir ses doigts bouger légèrement. Mais cette nuit-là, tout bascula. Elle venait de terminer un massage, lorsque la porte s'ouvrit à la volée. Sa belle-mère se tenait sur le seuil, figée comme une statue. Ses yeux brillaient d'une colère glaciale. « Tu rampes comme un rat », cracha-t-elle. « Tu veux l'achever, c'est ça ?» La belle-fille n'eut pas le temps de répondre. « Garde. Appelez la police. » Mais à cet instant, un son rauque, presque inaudible, retentit. Une voix. Son mari, que les médecins disaient perdu, tourna lentement la tête. « Elle me soigne. » Les mots lui venaient difficilement,
mais il résonnait avec une telle clarté que sa belle-mère en resta figée un instant. Tous ces mois, et il fit un faible signe de tête en direction des dossiers vides censés contenir des procédures de rééducation. On mentit? La belle-mère pâlit. Puis son regard tomba sur le carnet posé sur la table de chevet. Celui dans lequel sa belle-fille notait scrupuleusement chaque mouvement, chaque signe de progrès. Où il était écrit noir sur blanc qu'il devait remarcher. Et que le seul véritable obstacle était les spécialistes, engagés par sa propre mère. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où la vérité avait éclaté. 6 mois de lutte, de victoires silencieuses et d'une renaissance lente mais inévitable. Son mari n'était plus un patient impuissant cloué au lit. Chaque jour apportait de nouveaux changements, d'abord de faibles tentatives pour bouger les doigts, puis les premiers mouvements autonomes des bras, ensuite des moments douloureux mais tant attendus où il parvenait à se redresser en s'appuyant sur ses coudes. Son corps, affaibli par des mois d'immobilité, reprenait progressivement vie sous l'attention inlassable de sa femme. La belle-mère, aveuglée par la colère et l'humiliation, refusait de reconnaître les faits. Elle continuait d'affirmer que seul son argent et ses relations pouvaient garantir à son fils un traitement digne. Mais désormais, il ne l'écoutait plus. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux, son mari s'assit pour la première fois seul au bord du lit. Ses mains tremblaient sous l'effort, mais ses yeux brillaient de détermination. « Nous partons », dit-il simplement. Ils quittèrent le manoir le jour même. Pas les mains vides, des années d'expérience dans les affaires lui avaient donné suffisamment de connaissances pour subvenir à leurs besoins, même dans cet état. Par l'intermédiaire de personnes de confiance, il fit établir les documents pour une maison modeste mais confortable dans un quartier tranquille, loin de l'influence toxique de sa mère. Il trouva des médecins compétents, qui connaissaient réellement leur métier et ne se contentaient pas de rédiger des rapports vides. Translate.google.fr. Grammatiqué.com. Le déménagement fut difficile. Chaque pas nécessitait encore des efforts incroyables, chaque mouvement était douloureux. Mais désormais, elle était à ses côtés, sa femme, son ange gardien, dont les mains savaient redonner de la force à ses muscles, dont les paroles nourrissaient sa détermination. Leur fils, déjà capable de s'asseoir et de babiller joyeusement, semblait être l'enfant le plus heureux du monde. Il ne comprenait pas ce que ses parents avaient traversé, mais son rire insouciant était le meilleur remède pour eux deux. La belle-mère ne vint pas leur rendre visite. Elle n'appela pas. Elle n'écrivit pas. Son orgueil était plus fort que son amour maternel. Mais un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le jardin, observant leur petit essayer d'attraper un rayon de soleil, son mari entoura tendrement les épaules de sa femme. « Nous y arriverons », murmura-t-il. Et elle savait que c'était la vérité. 2 ans passèrent. Le parc automnal était baigné d'or et de pourpre. Les feuilles, craquant sous les pas, composaient une douce mélodie de l'été finissant. La belle-mère marchait le long de l'allée, emmitouflée dans un manteau en cachemire coûteux. Dans ses mains, elle tenait un sac d'une boutique de luxe, un énième achat qui ne lui apportait plus de joie. C'est alors qu'elle les vit. Sur une clairière ensoleillée, entourée d'érables jaunis, une jeune femme était assise sur une couverture, riant à quelque chose que disait un homme. À côté d'eux gambadait un enfant, un petit garçon joufflu aux yeux bruns, vêtu d'une salopette bleu vif, courant avec enthousiasme après les feuilles tombées. La belle-mère s'immobilisa. Son cœur se mit à battre furieusement lorsqu'elle reconnut en l'homme son fils. Mais cela ne pouvait être lui, les médecins avaient dit qu'il ne pourrait jamais marcher sans aide. Et cet homme se leva aisément de la couverture, rattrapa l'enfant et le souleva en l'air, provoquant un éclat de rire enfantin. Ses jambes la portèrent d'elle-même en avant. À chaque pas, les détails devenaient plus nets, la cicatrice sur sa tempe, vestige de l'accident, le geste caractéristique avec lequel il ajustait ses lunettes, même le grain de beauté sur son cou qu'elle connaissait depuis son enfance. Ils la remarquèrent en même temps. Le rire s'éteignit. L'air se chargea de tension. L'enfant, ressentant le changement, se blottit contre les genoux de sa mère. La belle-mère voulut dire quelque chose de tranchant, de fier, mais à la place, des larmes coulèrent soudainement de ses yeux. Sa main se tendit vers son fils, tremblante, pour la première fois de sa vie incertaine. Il ne recula pas. Mais il ne fit pas non plus un pas vers elle. Sa voix se brisa en un murmure. Si j'étais resté là-bas, dit-il doucement en la regardant droit dans les yeux, je serais encore allongé, fixant le plafond. Sa femme prit silencieusement l'enfant dans ses bras, leur laissant de l'espace. La belle-mère réalisa soudain à quel point son visage avait changé, il n'y avait plus de traces de douleur, seulement de la sérénité et une sagesse nouvelle, inconnue pour elle. « Pardon », échappa-t-il. Il la regarda longuement, puis acquiesça, sans pardonner, mais sans condamner non plus. « Il est temps pour nous de partir », dit-il simplement en se tournant vers sa famille. Ils s'éloignèrent le long de l'allée, laissant derrière eux des traces sur le tapis de feuilles. L'enfant racontait quelque chose joyeusement, agitant ses petites mains, et il riait en réponse. Translate.google.fr. La belle-mère resta debout sous l'arbre, réalisant soudain que ses précieux bijoux, son statut, son argent, tout cela n'était qu'un bel emballage. Et que le véritable bonheur était passé à côté, sans se retourner.
Quelque part au loin, un téléphone sonna, probablement un appel important de partenaire d'affaires. Mais elle ne chercha même pas à le prendre. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait envie de répondre à personne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.